Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous vous proposons aujourd'hui d'aller à la rencontre d'un grand artiste tibétain, Denzong Norbu, héritier de l'école de peinture tibétaine Karma Gadri et proche du 16e Karmapa pour qui il a exécuté de nombreuses œuvres. Cet artiste s'est spécialisé dans les fresques murales sacrées. Et s'il voyage aujourd'hui dans le monde entier, c'est avec le souci de transmettre son art, mais aussi et surtout la spiritualité qui s'en dégage. Philippe Juden l'a rencontré. Regardons dès à présent son documentaire. Denzong Norbu est un maître de peinture reconnu comme un excellent dessinateur avec une qualité d'expression du dessin unique parmi les Tibétains. Depuis 30 ans, il réalise des tableaux et des fresques sacrées dans toute l'Europe et l'Asie. L'exercice de son art s'articule autour de 3 axes majeurs: l'espace, la luminosité et la transparence. Au XVIe siècle, les enseignements du Bouddha se sont solidement enracinés au Tibet et le Karmapa, le détenteur de la coiffe noire, établit les bases de ce qui allait devenir une école, un style d'art sacré et de peinture. Il rassemble des artistes de cultures différentes qui vont apporter l'excellence de leur art dans différents aspects. Les paysages naturels, les roches, les éléments de décor végétal sont chinois de l'époque Ming. Les proportions des divinités sont héritées de la statuaire du Cachemire. La représentation des personnages humains et de leurs vêtements est purement tibétaine. Leurs dessins n'obéissent à aucune règle de perspective. C'est un aspect très oriental. On dessine en grand le personnage le plus important, les autres seront proportionnés en fonction de lui. C'est ainsi que s'est formée l'école Karma Gadri, encore vivante aujourd'hui. Dans les années 60, le 16e Karmapa, l'un des plus grands maîtres du bouddhisme tibétain réfugié en Inde, dirige la construction d'un de ses monastères. Un de ses disciples est un jeune peintre doué et déjà formé au Tibet, Denzong Norbu. Au fil des années, il apprend toutes les techniques de l'école Karma Gadri. Denzong Norbu se souvient encore des conseils donnés par le Karmapa. Si vous voulez être un véritable artiste, vous devez pratiquer une forme de méditation. Vous devez aussi avoir l'ensemble des explications nécessaires à la réalisation de la peinture. Si vous lisez « Oh, derrière ce cheval au galop, il y a comme une explosion ou quelque chose qui y ressemble », eh bien, si vous pouvez juste le visualiser devant vos yeux, ensuite vous pouvez le dessiner. Le 16e Karmapa disait toujours « Vous devez dessiner celui-là. Celui-là ne semble peut-être pas correct, mais c'est ce dessin-là qui est juste. Car c'est celui qui vient sur la toile. Il n'a pas besoin d'être la copie d'un autre. C'est le dessin juste, celui qui vient en une fois. » C'est en Auvergne, pendant l'aménagement et la décoration du temple de Kundreling, que Denzong Norbu a commencé à transmettre les techniques qu'il avait apprises. Le chantier principal qu'il attendait ici, c'était un mandala de Kalachakra de 8 mètres de diamètre. Et il a accepté de venir pour travailler sur ce mandala qui, en fait, dans sa tête, ne faisait que 8 pieds. J'ai dit d'accord et j'ai demandé quelle taille il faisait. Ils m'ont peut-être dit 8 mètres de diamètre et j'ai compris 8 pieds. J'ai pensé alors que la taille de 8 pieds, c'était un travail d'1 mois seulement et que je pourrais retourner ensuite à mes autres activités. Il a été très surpris quand il a découvert cette grande toile blanche de 8 mètres qu'on avait préparée spécialement pour lui. Et il a compris tout de suite que les choses allaient tourner d'une façon un peu différente de ce qu'il avait prévu.
Quand je suis venu juste pour le voir, ce mandala faisait 8 mètres de haut. Il me semblait comme une montagne. Je me suis assis en bas. Ça faisait 2 étages. Le dessin et la réalisation de ce mandala durent 3 ans. 3 années de formation qui jettent les bases d'une transmission de l'art Karmagadri en France. Le mandala principal installé au plafond du temple a été l'occasion pour nombre d'élèves de se perfectionner dans la maîtrise de la fabrication des pigments naturels et l'application des couleurs une par une sur le dessin du mandala. Le temple accueillera prochainement les fresques des maîtres du Mahayana qui sont en cours de finition. Quand les travaux du temple seront achevés, après on mettra les fresques, mais en attendant, il va falloir les protéger. Mais on voudrait éviter le verre. Après, tous les ors, tout ce qui est dorure, les ors qui sont brillants, les ors qui sont plus mat, tout ça, toutes ces subtilités-là, si on met un verre devant, vont disparaître. Et donc ça serait vraiment dommage parce que ça fait partie du charme du tableau et je pense que ce serait vraiment nécessaire que ça puisse se voir. Les tankas et les autres images, les fresques que nous utilisons dans notre pratique doivent être peints d'une manière à inspirer le pratiquant et à l'aider aussi à ne pas saisir la réalité véritable de ce qu'il voit avec ses yeux. Ça veut dire qu'il y a besoin d'une technique qui rend facile de voir les personnages de manière transparente. C'est le travail le plus important de l'artiste dans les techniques Karmagadri. Nous devons être très précis sur ces choses. Nous pouvons faire séparément les dessins et tous les détails, finir tout cela parfaitement, puis nous appliquons la peinture sur la toile. Aucune erreur n'est possible à ce stade. Sinon, ça ne marche pas. Les couleurs sont mises une par une, et cela prend beaucoup de temps. Ça ne se fait pas avec un large pinceau, mais avec un pinceau très fin, avec lequel on vient déposer des petits points, comme ceci. Du matin jusqu'au soir, seulement ce geste. C'est la spécialité Karmagadri. Des fois, on trouve que qu'on ne progresse pas, parce qu'on fait toujours les mêmes choses, répétitives, pendant des années. En fait, on fait des petits points, des petits traits et tout ça, et on apprend qu'en fait, on ne progresse pas trop. Mais au bout de 5 ans ou 6 ans, en fait, on voit que non, on a fait une base. Tout ce qu'on fait, c'est lui qui donne la permission de faire certaines choses. Donc, tu ne peux pas faire toi-même. Tu ne peux pas dire, oh ben là, maintenant, je veux faire ça ou ça. Et ça, c'est pas possible. Donc, il dit, voilà, tu fais les nuages. Et tu fais les nuages, ou tu fais le ciel pendant 5 mois, quelque chose comme ça. Jusqu'à Norbo a dit que, voilà, c'est bien. Je crois que c'est peut-être exactement le résultat qu'il essaye de faire avec nous, Norbo, de nous vraiment pousser avec la même chose jusqu'au moment quand on lâche et quand elle voit qu'on est, voilà, on est détendu, on est ouvert, on peut faire tout n'importe quoi ce qu'il demande et là, il se passe plus de choses. Beaucoup de mes étudiants européens font de très beaux dessins, mais après, ils n'arrivent pas à mettre les couleurs. Ça donne des tableaux à moitié faits. Beaucoup sont comme ça, et ils n'arrivent pas à les finir, alors que dessin et couleurs vont ensemble. Moi, j'essaie de combiner la pratique et la peinture. Le matin, le soir, je fais la pratique et pendant la journée, je fais la peinture. Et là, je crois que ça m'aide beaucoup parce que la pratique, elle aide à être plutôt posée, plus léger, plus détendu, plus attentive, on a plus de patience de faire les choses. Parce que les gens qui essayent un peu forcer pour avancer le processus, et ils arrêtent.
N'importe qui peut recevoir la transmission. Ce n'est pas un si gros problème. Regardez l'art tibétain. Il vient de la Chine et aussi de l'Inde. C'est un mélange. La transmission, celui qui en est capable peut l'apprendre. On ne peut pas la donner à une personne, vous savez. La transmission, c'est très spécial. Les étudiants doivent l'apprendre lentement, la ressentir et l'intégrer. Dans le futur, on pourra voir ceux qui détiennent vraiment une partie de cette transmission. Quand on voit une image qui nous inspire, qui nous réjouit, ça ouvre l'esprit. Ça, c'est déjà un premier abord qui est accessible à tout le monde, je pense. Même les gens qui ne sont pas bouddhistes, parfois ils voient ces images. Peut-être elles ne sont pas familières, ils ne les comprennent pas forcément, mais très souvent, ils les trouvent belles. Il y a quelque chose qui réjouit. Mais pour un pratiquant, c'est vraiment quelque chose qui va le soutenir, lui rappeler le chemin, lui rappeler plus profondément les qualités des Bouddhas. Et avoir un support, on a besoin de... On vit dans ce monde, on a un corps physique, on vit dans un monde physique, matériel, donc on a besoin aussi de supports concrets et inspirants pour la pratique. Il est tout à fait important de voir les personnages de manière pas très humaine pour qu'on puisse éviter le piège de tomber dans une saisie d'une image réellement existante vers laquelle on adresse ses prières. Donc, très grande importance sur un art qui fait le lien avec le vécu humain et qui nous transporte dans une dimension bien plus universelle. C'est donc au cœur de la pratique des enseignements et des méditations que l'art sacré prend tout son sens. Les artistes, comme Denzong Norbu et Ira Parshikova, qui l'exercent ou qui l'apprennent, rendent sa transmission vivante et évolutive. Pour exemple, peut-être, les puits de lumière au plafond du temple. Ces motifs, venus du lointain Orient, sont réalisés sur un support tout nouveau pour eux, le vitrail. Et si vous souhaitez en savoir plus, voici quelques livres que nous vous proposons. Peinture sacrée du Tibet, Mandala et Thangka, collection privée du monde entier et de sa sainteté le Dalai Lama, d'Ajahn Chakraverty aux éditions Guitre et Daniel. Vous y retrouverez de magnifiques illustrations autour de différents thèmes, comme l'origine de l'image du Bouddha, l'iconographie du bouddhisme tibétain, la classification ou encore la technique de peinture des Thangka. Et enfin, de Gilles Béguin, Rendez-vous avec l'art tibétain aux éditions Rouergue, un ouvrage qui permet de suivre et de comprendre l'évolution de cette esthétique essentiellement religieuse au travers de monuments grandioses et d'œuvres portatives replacées dans leur contexte historique et culturel. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de France 2 en cliquant sur la rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle semaine. À dimanche prochain.